Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 mars 2022. Exceptionnellement, cette semaine et la semaine suivante, les émissions seront le mercredi. Je vous rappelle qu'après l'émission du mercredi 30 mars, je pars en vacances début avril pendant 15 jours. Une pause bien méritée après ces périodes tumultueuses. Alors, aujourd'hui, le titre de l'émission, ce sont les marchés en friction. Friction pour deux raisons, parce qu'il y a des frictions, voire plus que cela, bien évidemment, entre les Russes et les Ukrainiens, mais il y a également une friction des cours des indices avec des résistances de taille. Nous allons voir cela dans quelques instants. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées, informations qui ne constituent par ailleurs pas de conseils en investissement. Vos rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting du fameux Anthony Bondin que j'adore lire tous les matins. Je ne sais pas comment cet homme trouve autant d'idées. Mais en tous les cas, c'est voilà, un papier qui cadre parfaitement ce qui se passe au quotidien sur les marchés. Tous les jours, avec notre chère Roxane Nojac, qui est de retour de vacances, qui a repris son émission quotidienne. Et tous les mardis, cette fois-ci c'est mercredi, on se retrouve pour les marchés en action. Avec trois parties, focus marché, top flop macro et analyse graphique des indices et puis des actions sélectionnées. Alors, on commence avec le focus marché. Le focus marché, c'est un petit peu voilà, pour prendre la température et puis parler de l'ensemble des classes d'actifs, mais également parler du sentiment des opérateurs. Si vous vous rappelez l'émission d'il y a 2 semaines, le sentiment de marché, c'était... zut, comment on appelle ça déjà? Phobie, F-O-B-I. Donc c'est Fear of Being Invested, donc c'est la peur en fait d'être dans le marché. En gros, il y a 2 semaines, on était en pleine chute, on était sous les 6000 points. C'est à ce moment-là qu'il faut, en pleine guerre, en pleine tension géopolitique, oser acheter. Souvenez-vous, hein, buy fear, sell greed. On achète la peur, on vend l'avidité. Aussi d'autres citations de Warren Buffett qui expliquent bien que c'est quand les gens ne veulent plus des actions qu'il faut en acheter. Donc, on a fait en début de mois les 6000 points. On a repris 16% me semble-t-il depuis les plus bas. Et on est passé d'un sentiment de marché de peur totale à de nouveau deux acronymes, FOMO et TINA. FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer le mouvement. Et je pense que c'est ce qui soutient les actions depuis une semaine. C'est que les gens ont peur qu'on ait fait un point bas de long terme et constatant que ça se calme, eh bien ils passent à l'achat après 15% de rebond, donc avec un timing dégueulasse, si vous me passez l'expression. TINA, c'est There is no alternative, et là on est encore en plein dedans, c'est-à-dire que l'inflation est à 7% aux États-Unis, on attend 5-6% en Europe. Les obligations ne font pas gagner d'argent, ou du moins pas beaucoup. Du coup, pour essayer de faire de la performance, il n'y a d'autres solutions, moyens que les actions. Et c'est ce qui explique en partie le mouvement haussier actuel. Et puis, le cadre, la question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'on est dans un rebond technique ou une reprise ? C'est difficile de répondre à cette question. En fait, reprise, on a peut-être fait un point bas de moyen terme pour le semestre, mais on pourrait très bien retourner travailler la zone. Je suis plus à l'aise avec le terme rebond technique sous résistance à court terme parce que le CAC vient de gagner 16%, alors qu'on a une inflation historique, un pétrole à 110 $, un conflit qui n'est pas réglé entre la Russie et l'Ukraine. Alors bien évidemment, le marché a envie de voir le verre à moitié plein et d'envisager un cessez-le-feu, moi aussi. Le problème, c'est que les discussions n'avancent pas et que les missiles continuent de pleuvoir. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais pour l'instant, après 16% de rebond, sous une résistance majeure, un repli n'aurait rien d'extraordinaire.
L'IFO abaisse ses prévisions de croissance 2022 et ça va être, je pense, le bal des révisions avec ce qui s'est passé récemment. On abaisse les anticipations de croissance autour de 2,23% contre 3,7% précédemment et on remonte les anticipations d'inflation entre 5 et 6% alors qu'on attendait 3,3% précédemment. Ce qui ne fait bien évidemment pas le jeu des banques centrales qui auraient bien aimé que l'inflation retombe d'elle-même et malheureusement cette guerre arrive. Néanmoins, ça permet aussi aux gouvernants comme Biden de dire « Ah, vous avez vu l'inflation, c'est de la faute de la guerre en Russie-Ukraine » alors que on sait tous bien évidemment que l'inflation avait explosé avant cela. Toujours concernant ce conflit, on aura un sommet exceptionnel à Bruxelles ce jeudi dont devraient émerger de nouvelles sanctions contre la Russie, mais également des projets d'autonomie énergétique européenne. Il sera également question de la présence de la Russie au sein du G20, place lorgnée par la Pologne. S'il y a des nouvelles sanctions, ça peut mettre un petit coup de grisou sur le marché, quoique jusqu'ici la plupart des sanctions n'ont pas été bien méchantes. Par contre, si à un moment donné les Européens osaient, je dis bien osaient, mettre un embargo sur le pétrole russe en disant c'est mort, on ne prend plus de pétrole russe, on essaye de les asphyxier, là ce serait une sanction qui fonctionnerait certainement, mais elle fonctionnerait à double sens. C'est qu'on se prendrait un pétrole à 170$ et on le paierait 3€ à la pompe. D'où D'où cet attentisme des Européens à prendre une vraie décision, parce que jusqu'ici les sanctions elles n'empêchent pas 800 millions de dollars d'aller tous les jours en Russie. Donc en fait l'Europe finance indirectement la guerre que la Russie fait en Ukraine. Bref, situation complexe. S'il y a de nouvelles sanctions, en tous les cas, ça peut peser. Si ça monte dans les tons, dans les tours entre Biden, les Européens et M. Poutine, ça risque d'être compliqué. Bien évidemment, et ça je souhaite que tous ceux qui ont des couvertures de portefeuille ou qui sont vendeurs sur indice le notent bien dans leur tête, à tout moment on peut avoir un cessez-le-feu avec un marché qui prend 2% à la hausse. Donc il n'est pas simple d'être acheteur dans les conditions actuelles, mais il n'est pas simple d'être vendeur non plus dans les conditions actuelles. Et lorsque certaines personnes peu expérimentées me disent « Eh bien moi je ne fais rien », je le conçois tout à fait. On notera que dans les secteurs qui grimpent, armement, énergie renouvelable et matériaux de base sont toujours recherchés ces dernières séances. Des valeurs comme Thales dans l'armement, Albioma dans les énergies renouvelables et Eramet dans les matériaux de base pour vous donner quelques exemples. Le pétrole WTI se maintient au-dessus des 100$. Ça, c'est pas un bon présage ni pour le consommateur, ni pour les entreprises, ni pour la Banque centrale, puisque ça veut dire que l'inflation sera peut-être plus forte et plus longue. Concernant les métaux précieux, l'or et l'argent, ils retracent leur hausse récente puisque les tensions sont retombées. Malgré tout, on notera que l'or tient très bien au-dessus des 1900$, recherché, tout comme l'argent qui est revenu sur support. Et dans une optique de moyen-long terme, de couverture contre les tensions géopolitiques, l'inflation ou autre, il me semble désormais primordial d'avoir des métaux en portefeuille. Enfin, concernant le Bitcoin, pour une fois, il n'y a absolument rien à dire. Il est neutre, attentiste, au milieu d'un range. Et je pense qu'on va attendre que les indices se décident pour lui donner une direction. On va passer au top flop macroéconomique. À gauche, ici, vous avez une idée de l'onde de choc qu'il y a eu sur l'ensemble des marchés. On a la confiance des consommateurs qui chute totalement, le pétrole qui s'envole, des chocs sur les actions et sur les taux. Et c'est vraiment pas un petit choc auquel nous venons d'assister ces dernières semaines. À la question de savoir si les marchés vont repartir de l'avant ou se stabiliser, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai montré un graphique des flux sortants des actions européennes qui avaient atteint un record historique. Il y a une partie des flux qui reviennent puisque c'est des court-termistes, mais il y a aussi des flux qui ne reviendront pas tant que la guerre ne sera pas terminée.
À droite, vous avez un graphique de Goldman Sachs qui reprend donc l'indice de risque géopolitique qui est revenu pratiquement sur des plus hauts des 30 dernières années. Ce qui a fait que la Fed n'a monté ses taux que de 0,25 points de base, mais cela n'empêche pas de nous laisser entendre qu'elle pourrait les monter beaucoup de fois cette année, dont plusieurs fois de 50 points de base. Ça rappelle un peu 1994 quand les taux avaient été montés drastiquement. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'effrayer les marchés et on va voir pourquoi. Voici le graphique des taux aux États-Unis depuis 40 ans. Et vous pouvez voir qu'on va de plus en plus bas et qu'on remonte de moins en moins haut. Et on a même connu ces 15 dernières années une période avec des taux à zéro. Chose qu'aucun prof d'économie n'aura appris à ses élèves depuis 10 ans dans les classes d'école. C'est un monde assez hallucinant où on a besoin de taux très bas et de dettes incommensurables pour continuer de faire tourner la machine. Et étant donné qu'on est dans un cycle économique positif boosté par les différents plans de relance et les injections, et qu'on a maintenant une inflation assez forte, eh bien la Banque centrale américaine doit monter ses taux. Et ce que je vous disais ces derniers mois, que j'ai dit et répété, une hausse de taux ne veut pas forcément dire une baisse du marché action. Lorsque vous regardez tous les derniers cycles de resserrement monétaire, ici il y en a 8, on était 3 mois plus tard, après le resserrement monétaire, dans 50% des cas en hausse, on était 12 mois plus tard dans 100% des cas en hausse. Donc, hausse de taux ne veut pas forcément dire baisse des indices. D'ailleurs, je vais vous montrer deux autres graphiques qui montrent des cycles haussiers du S&P 500 pendant des hausses de taux. Et ici à gauche en bleu, vous voyez notre bull market actuel, partant du principe qu'il a démarré pendant le point bas du Covid. Voilà. Et là, vous avez d'autres bull market historiques. Ici à droite, vous avez la fluctuation du S&P 500 lors des dernières hausses de taux de la Fed, donc en gros sur les 25 dernières années, 30 dernières années. Et vous voyez qu'à part 1994, dont je vous parlais tout à l'heure, où les remontées de taux étaient un peu trop rapides pour le marché, dans la plupart des cas, le marché encaisse les hausses de taux et est globalement haussier. Donc, si vous êtes baissier sur les actions, ne le justifiez pas par « oui, mais la Fed est en train de monter les taux, donc ça va baisser ». C'est une erreur. Petit commentaire par rapport au mouvement qu'on a eu sur le Hang Seng technologique. Ici, vous avez une analogie entre le Nasdaq dans les années 2000 et le Hang Seng. Et on peut voir la semaine dernière, il y a eu un rebond majeur sur les actions technologiques chinoises parce que le marché avait beaucoup baissé, voilà déjà, parce qu'on avait perdu 70%, et aussi parce que la Chine a dit qu'elle allait rentrer dans un cycle de soutien monétaire. Sur la planète, il y a beaucoup de zones économiques où il y a de l'inflation et où on est en train de monter les taux, comme en Europe ou aux États-Unis, mais en Chine, ce n'est pas le cas. On est en bas de cycle, comme vous pouvez le voir à droite. Le China Credit Impulse est en train de repartir. L'État va soutenir afin d'arriver à une croissance de 5,5% espérée cette année. Et donc tout ça pour vous dire que, oui, il y a du QE qui va sortir en Chine, donc ça devrait soutenir un minimum. Mais la hausse de la semaine passée sur le Hang Seng me semble être plus un rachat de short, un rebond technique de court terme amplifié par des gros volumes, des rachats de short. Et c'est ce qu'on appelle un squeeze. On passe de baissier à très fortement haussier à très court terme. Ça peut aller très vite, très haut en quelques séances, mais généralement, ça ne dure pas longtemps. Vous voyez que en l'an 2000, le Nasdaq avait fait à peu près la même chose, puis il avait fait un nouveau plus bas 3 mois plus tard. Donc, ne nous enflammons pas là-dessus. Ici à droite, le fameux phobie, le fear of being invested, c'est la peur des investisseurs d'être dans le marché. C'est une étude où on demande aux gens est-ce que vous allez prendre des risques supérieurs à la normale, et là la semaine dernière ou il y a 2 semaines, plus personne ne voulait prendre de risques et plus personne ne voulait entrer dans le marché. C'est souvent là qu'on fait un creux et qu'on commence à rebondir.
À droite, vous avez un tableau des biotech. C'est Xavier Girard qui m'a partagé ça sur Twitter. En fait, Xavier mettait en avant les recommandations de courtier par rapport aux biotech. Et je disais, oui, enfin c'est bien gentil, mais les biotech, ça fait que baisser. Et souvent, les objectifs sont très lointains. Donc ça donne envie aux particuliers de se dire, ah bah elle est sous-valorisée, je vais l'acheter, il y a un gros rattrapage possible, alors que non, c'est un piège. En général, sur les biotech, les objectifs sont loin des cours, mais je vous le dis, en 20 ans de bourse, je ne me souviens pas avoir vu des objectifs atteints sur des biotech françaises. Voilà, c'est peut-être arrivé quelques fois, mais sinon, les biotech, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup de baisse, très peu de réussite, surtout en France. Ici à gauche, vous avez la saisonnalité de l'Eurostoxx et ce qu'on a fait cette année. Bon, bah, on n'est clairement pas dans les clous. Je pense que l'analyste de Bank of America qui a mis ce graphique-là laissait entendre qu'on avait un effet rattrapage possible. Après, est-ce qu'il faut se comparer aux moyennes habituelles des marchés sur 100 ans quand on est dans une année extraordinaire avec un risque géopolitique? C'est un peu compliqué. Mais de toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de comparaisons et beaucoup d'analogies. Et ce que je dis souvent, c'est l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Ça veut dire que on peut faire des analogies, mais il va toujours y avoir des variantes. À droite, par exemple, vous avez un graphique du S&P 500 en bleu. Et en jaune, c'est la période 2018-2019. C'est un moment où justement la Fed voulait baisser ses taux, monter ses taux, arrêter son QE. Et ça n'a pas du tout plu au marché qui, après quelques rebonds, comme on peut le voir ici et là, avait chuté. C'est ce qui doit nous mettre une petite puce à l'oreille sur le fait que c'est pas parce qu'on a rebondi pendant 6 séances sur les indices américains qu'on va pas retourner vers les plus bas ni ne pas aller faire de nouveaux plus bas. Autant en Europe, on a fait, c'est vrai, un gros sell-off, notamment le CAC sous les 6000 points à la fin du mois de février et début mars. Autant aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'on ait assisté à un vrai sell-off, des ventes paniques, et donc qu'on ait un creux vraiment solide de moyen long terme qui soit derrière nous. Je reste dubitatif à ce sujet. Sur les cryptos, on notera qu'après plusieurs semaines de flux entrants, on a des flux sortants, ça s'équilibre. Comme je vous le disais, on est neutre sur le Bitcoin depuis à peu près un mois, pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'à long terme, on est toujours dans les clous sur une ascension assez hallucinante. Quels actifs ont protégé les investisseurs en ce début d'année? Eh bien, on retrouve l'or, le pétrole et tout ce qui est agriculture, tout ce qui est matières premières agricoles. Alors après le pétrole et les matières premières agricoles, ça revenait à jouer la guerre en quelque sorte. Et l'or, ça revient à se protéger de la baisse des marchés, de l'inflation, de la guerre. Donc voilà, me concernant, je ne spécule pas à la hausse sur les matières premières dans ces périodes-là, mais j'ai de l'or pour protéger mon portefeuille, ce qui rapportait plus que le S&P et le Bitcoin qui baissent sur la période. Ici à droite, on la voit, la spéculation sur le prix des fertilisants, et qui dit hausse du prix des fertilisants dit que le World Food Price Index, donc l'indice du prix de la nourriture dans le monde, va très certainement dépasser ses plus hauts de 2011 et va atteindre de nouveaux records historiques. On risque donc des famines dans beaucoup de pays pauvres, et notamment dans beaucoup de pays africains qui dépendaient du blé ukrainien ou russe. Et malheureusement, là, c'est le côté un peu, paradoxal de la bourse. C'est que, au final, c'est un problème qui concerne les pauvres, les classes sociales basses, c'est les pays très pauvres, et c'est pas eux qui sont cotés en bourse, donc ça pèse bien moins sur la bourse. Alors que, humainement parlant, on parle de centaines de millions de personnes en détresse pour se nourrir. Et puis une bonne nouvelle, on finit avec des bonnes nouvelles. Zone Bourse, ce sera à Paris. Il y aura Franck Morel, PDG de Zone Bourse. Il y aura des membres de l'équipe, dont un de mes padawans, Tommy Douziec. Et puis je serai là également. Donc c'est le vendredi 1er avril, ce n'est pas un poisson, ce sera à Paris.
Les informations sont sur www.salonat.com. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir en conférence sur le stand, qu'on puisse échanger une poignée de main. Et graphique qui ira avec la thématique de cette conférence, Buy and Hold, Dollar Cost Average, faites du long terme, faites du DCA. Le Dollar Cost Average, c'est d'acheter tous les mois avec de l'argent que vous mettez de côté. Buy and Hold, ça veut dire garder vos actions. Bah, c'est tout simplement une matérialisation graphique des bull et bear market depuis 60 ans. On voit que les marchés baissiers durent beaucoup moins longtemps, sont beaucoup moins puissants. Donc ne vaut-il mieux pas jouer la hausse tout le temps, toute notre vie d'investisseur? Telle est la question. On passe à l'analyse graphique. Je ne vais pas faire de pause café aujourd'hui, on va directement à l'essentiel. Par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc vous voyez, ça c'est le CAC. Le CAC, il fait un creux majeur avec le Covid. Avec le vaccin, on démarre. Et ensuite, on fait une belle année de hausse. Voilà. On était en début d'année, on était posé tranquillement dans un range. Et je m'attendais, moi, à une sorte de range entre 6400 et 7200, à la louche. Je pense qu'à cause de cet événement, la guerre en Ukraine, eh bien, cette case peut-être abaissée de 5, 7, pourquoi pas 10%. Et qu'il se pourrait que le range se passe plutôt entre 5008 et 6008 que entre 6004 et 7004. Grosso modo, voilà, ce que je veux que vous compreniez, c'est l'idée. Je m'attends toujours à une année erratique, à une année où en quelque sorte, à moins 25, faut payer, dès qu'on reprend 20, faut sortir, et ainsi de suite. Donc une année qui n'est pas vraiment faite pour l'investisseur débutant, une année qui peut être complexe si on n'est pas sur les bons secteurs, une année qui peut être mortelle si on fait du trading sans utiliser de stop, et si on fait des small caps ou des biotech sans utiliser de stop, de money management et d'entrée optimum. Pour l'investisseur de très long terme qui fait du DCA, c'est une année où on chamboule un peu tout, mais où il y a des replis significatifs, ce qui permet quand même sur le papier d'acheter des actions moins chères dans une optique de long terme. Donc voilà, pour moi, on a rebondi, hein, souvenez-vous, on disait il faut acheter la peur, acheter dans la chute. Souvenez-vous du graphique que j'avais montré sur les invasions historiques, le fait que souvent quand la guerre est déclarée, on n'est pas loin d'un point bas avant un rebond. Bon bah vous voyez que ça a été le cas encore une fois, la guerre n'est pas terminée et pourtant le CAC a pratiquement repris 1000 points, il en a repris 900, soit 16% de hausse, c'est assez hallucinant. Je pense que c'est un rebond technique dû à des rachats de short, dû à des achats tactiques de court terme, mais pas forcément à des gestions qui, ayant quitté l'Europe, reviennent du jour au lendemain. Je pense que c'est un rebond qui est relativement fébrile. Alors bien évidemment, je le redis, je l'ai dit en première partie, si on est vendeur, si on est couvert, si on a du BX4 ou qu'on est baissier via les futurs, les certificats, les turbos, que sais-je, il faut avoir des stops de protection, il faut surveiller le marché, et si un cessez-le-feu sort à tout moment, on peut reprendre 2 ou 3% et vos shorts volent en éclats. Donc ça, c'est dit. Maintenant, moi j'avais renforcé mes positions dans la baisse. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais allégé. Je l'ai redit encore aujourd'hui. J'ai allégé grandement les achats que j'avais fait dans la chute. J'ai pris des gains. J'ai gardé mon or. Et depuis une semaine, je shorte les points hauts. Voilà. Et j'ai shorté encore hier et j'ai encore renforcé ce matin. Parce que, voilà, pour moi, trend follower, on était avant dans une tendance haussière au-dessus des MM200 et là, on est en train de faire un pullback sous MM200. Alors oui, il aurait été magnifique qu'on pousse jusque 6750, seuil que beaucoup attendaient, pour avoir le point parfait, mais les marchés, ils vous donnent rarement le point parfait, et ici on s'est arrêté 60 points avant cet objectif majeur. Il faut voir que la MM200 désormais va passer plate, voire baissouiller un petit peu, et qu'on a une MM50 ici qui arrive.
Donc on a un croisement MM50, MM200 qu'on appelle un dead cross. Après, je ne donne pas d'énorme importance à cela. Mais c'est simplement se rendre compte que voilà, on avait cassé une énorme zone de soutien à 6700, on a chuté, on est revenu dessous. Et on n'a clairement pas les dispositions pour pouvoir monter à long terme l'esprit tranquille, puisqu'on a un pétrole super cher, une inflation supérieure aux attentes, des hausses de taux à venir et des résultats d'entreprises qui vont certainement être impactés par tout cela. Et l'objectif baissier de court terme, pour moi, c'est de revenir fermer ça, tout simplement. La semaine dernière, entre 6380 et 6480, on a ouvert un gap béant de 100 points. Et je vois mal comment les marchés pourraient vouloir repartir de l'avant sans venir tester, combler cette zone de gap. Voilà. Donc pour moi, 6700, 6700, on va dire même 6800. Allez, au cas où il y a un cessez-le-feu cet après-midi. 6700, 6800, grosse zone de résistance, gros pivot de moyen terme sous lequel j'allège mes positions et je rentre des positions vendeuses. Si on revient sur 6400, j'allège mes ventes. Si on revient sur 6200 et qu'on y réagit positivement, de nouveau, ce sont des achats. Simplement, voilà, c'est cette stratégie de range qui va peut-être se mettre en place dans les semaines qui viennent, qui ne m'étonnerait guère. Concernant l'or, on est haussier long terme, haussier moyen terme. On est revenu sur le support des 1900, ça paye, ça tient. Donc ici, on continue d'accumuler tous les mois, tous les trimestres de l'or dans une optique de long terme, puisque je vois mal ce qui pourrait empêcher l'or à très long terme de casser son plus haut ici à 2070 et d'aller chercher bien plus haut. L'argent, bah, c'est la même chose, hein. On est revenu sur les plus hauts de janvier, les 24,50, ça tient pour le moment. De toute façon, même si on revient un cran en dessous sur MM200, pour moi, tous les replis sont des achats. Le pétrole, c'est pas la teuf, ou du moins ça le laisse si on est acheteur. C'est haussier au-dessus des MM50, on voit qu'on a fait donc un repli sur 95, que ça a payé, que ça a redémarré. Donc ici, bah, les acheteurs continuent de remonter les stops et de sourire. Et bien évidemment, on espère qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Sauf que s'il y a embargo sur le pétrole russe, ça peut aussi partir complètement en sucette en direction des 150 $. Donc aucun scénario, aucune position pour ma part sur le pétrole. Et puis, le Bitcoin, il est neutre. Voilà. Il est neutre de chez neutre, complètement dans son petit range. Il y a une flèche à droite, mais elle ne veut rien dire. Si ce n'est que, quand j'en discutais avec un ami, je lui disais, tu vois, on peut très bien se faire une frayeur, revenir à 30 000 avant de continuer de grimper, mais bon, ce n'est pas le sujet ici. On est dans un range et il n'y a pas grand-chose à dire sur le Bitcoin, mais on notera quand même sa bonne tenue. Voilà. On va passer aux actions. Alors les actions du jour, en fait, la moitié sont des actions de la semaine dernière, l'autre moitié sont des nouvelles actions. Je voulais vous montrer les secteurs recherchés actuellement, un peu de tout, énergie renouvelable, conso, matériaux de base, un peu de pharma, de l'armement. Je voulais vous montrer d'autres configurations, d'autres types, et puis quelques valeurs étrangères, dont certaines très puissantes comme Darling, ou bien des valeurs qui ont fait des rebonds techniques comme Facebook, maintenant ça s'appelle Meta, et PayPal. On a eu des beaux rebonds sur Meta et PayPal. La semaine dernière, je vous avais montré des obliques à casser pour repartir à la hausse à court terme. On a pris 20%. Mais il se pourrait que ce rebond soit fait, en fait, et que ce ne soit pas le début d'un point bas de long terme et d'un redémarrage, etc. Je vous montre Meta quand même pour expliquer mes propos. Voilà, on est ultra baissier, on a tout cassé. On était baissier sous une oblique à court terme, et oui, on a cassé cette oblique et il y avait 20% à prendre. Et ça fait partie des valeurs sur lesquelles il faut soit encaisser, soit remonter ses stops, en espérant qu'effectivement ça continue de grimper plus haut. Mais ça peut très bien aussi être un rebond technique, avant retour sur les plus bas et création d'une base un peu plus sereine, solide. Voilà. Donc attention à ne pas baigner dans l'euphorie. Allez, je vous montre ces quelques actions. Albioma, ça vient de nettoyer. J'avais justement préparé un
sujet sur les stops de protection pour dire que si on était rentré tardivement, il fallait remonter peut-être ces stops de protection parce qu'il y avait risque de repli. Donc voilà qui a été fait sur Albioma aujourd'hui. Albioma, donc secteur énergie renouvelable. Dossier très recherché depuis que l'on sait que KKR s'intéresse au dossier. Mais également dossier fragilisé puisque déjà bien haut et sur lequel il pouvait y avoir des prises de bénéfices si l'indice lâche. L'indice est en train de lâcher, donc il y a eu des prises de bénéfices appuyées. La valeur perd 10-12% très vite, mais elle remonte tout aussi fort. Donc c'est là où si on est un investisseur de moyen terme, il faut avoir remonté ses stops, mais pas trop haut, pas trop vite. Et c'est là où l'investisseur de très court terme rentré tout en haut aura pu se faire sortir sans une grande perte. Vous voyez ? Donc si on est court-termiste, en fait, au fur et à mesure de la hausse, eh bien, il faut remonter comme ça le trait bleu, le stop de protection, une sorte de marquage à la culotte, si vous voulez, un peu comme au foot ou au basket. Si on a acheté tardivement, c'est-à-dire à 42 ou 43, 44, il faut un stop serré pour se prémunir de ce type de nettoyage. Si on a manqué le mouvement, on peut aussi laisser des ordres d'achat sous les cours en espérant ce type de mèche. Enfin, si on est investisseur de moyen terme, excusez-moi, mais un investisseur de moyen terme, à la base, il a son stop sous MM50, parfois sous MM200, donc il me semble un minimum de l'avoir au moins sous MM20. Parce qu'on est allé très haut très vite, eh bien la MM20 est éloignée des cours. Il faut laisser reposer un peu, parfois laisser... il faut que le coureur reprenne son souffle. Et là, je pense clairement que c'est un nettoyage et je continue d'être très intéressé par Albioma. En fait, elle a été très difficile ces derniers temps. Vous voyez ici, elle est neutre, elle part à la hausse, puis elle rechute, puis elle repart, puis là, hop, une mèche. Mais au final, pour celui qui prend un peu du recul, la rechute ici, elle ne s'est pas faite sous le point bas précédent. Et la rechute du jour, elle se fait après 50% de hausse pratiquement. Oui, 48% de hausse. Et elle ne met pas en danger la dynamique. Donc, faites bien en sorte de mettre vos stops fonction de votre position. Si vous êtes court-termiste très court, si vous êtes moyen-termiste, donnez-vous de la largeur. Ensuite, Carrefour. Carrefour, je la trouve intéressante parce qu'elle n'a pas baissé pendant la guerre en Ukraine et à peine les marchés repartent, elle repart aussi. Souvenez-vous, Carrefour, spéculation sur un rachat d'une société canadienne, ensuite spéculation sur un rachat de Auchan. Et c'est le genre de dossier défensif, de moyen long terme, qui en plus s'est retourné ces derniers mois. Regardez, on était baissier entre 2015 et 2020, et depuis début 2021, il y a quelque chose qui se passe. Elle est en train d'essayer de passer sa résistance de 2019. Donc voilà, là c'est limite de la théorie du phénix, mais sur une big cap. On est en train de tenter de s'extraire de quelque chose de très long. Et voilà, si Carrefour revient sur les 17,50 par exemple, ça peut être intéressant d'essayer de l'attraper sur repli. Eramet, pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement pour vous dire de remonter les stops. Vous avez du Eramet à 130, à 100 ou à 80, franchement, chapeau. Maintenant, il convient de remonter les stops au fur et à mesure. La MM20 est parfaite pour faire ça sur Eramet. On la touche, on repart, on la touche, on repart, on la touche, on repart. Donc, en théorie, on doit avoir les stops sous les 125 €, sous la MM20 jours. Tant qu'on est au-dessus des MM20 jours, il y a des espoirs d'aller plus haut. L'espoir, en fait, c'est d'aller chercher les 160, les plus hauts de 2018. Voilà. C'est un énorme objectif. Il ne faut pas oublier qu'on vient de 20. Donc, étant donné qu'on est déjà passé de 20 à 150 et qu'il y a un objectif à 160, si vous voulez, c'est comme si on avait fait 95% du chemin. Donc, je ne serais clairement pas acheteur sur les cours actuels. Et si j'étais acheteur, vu les indices, je prendrais une partie de mes gains et je remonterais mon stop sur le solde. Après, vous faites comme vous voulez, je vous donne simplement ma lecture des choses. On a bien profité sur le secteur, sur ce type de valeur.
pas sortir complètement, mais au moins prendre un peu de gain, puis remonter les stops sur le solde pour se protéger sur le reste. GTT, on l'avait vu la semaine dernière, valeur solide qui a montré pendant la crise en Ukraine une résilience parfaite, puis qui est reparti très rapidement, très vite à la hausse. Ici aussi, on évolue au-dessus des MM20 et MM50. Petite touchette sur MM20 la semaine dernière. Là aussi, tout repli est un achat dans une dynamique qui a changé. Donc vous voyez, quand on regarde des valeurs comme Carrefour ou comme GTT, on voit bien un changement d'état d'esprit qui n'est pas juste un changement d'état d'esprit sur quelques jours, mais là quelques semaines, quelques mois. Autre valeur qui fait sa vie, que je n'achèterai pas au cours actuel, mais que j'aurais tendance à essayer de trouver, alors soit de l'acheter elle, mais sur repli, soit de trouver quelque chose qui ressemble. Donc c'est Ipsen ici, qui fait cavalier seul, qui mi-février cassait ses plus hauts de 2021, qui a fait un petit repli avec la guerre en Ukraine, et puis qui a continué sa course, et qui inscrit un nouveau plus haut annuel aujourd'hui, contre vents et marées. Donc voilà un titre qui surperforme et sur lequel on aimerait bien voir une consolidation pour pouvoir en acheter moins cher. Et enfin Thales, elle a fait sa conso et elle repart. Elle n'a pas besoin de marchés qui baissent, qui sont sous tension géopolitique pour grimper. Maintenant Thales, ça va être comme les énergies renouvelables, il n'y a plus qu'à attendre pour que les contrats tombent. Tous les pays européens vont vouloir renforcer leur défense. Il y a des contrats qui vont tomber pour Thales et d'autres. C'est pour ça que le marché est aussi soutenu. Et au moindre gros contrat qui tombera, elle devrait continuer de l'être, voire de décaler à la hausse. C'est en tous les cas ce que jouent les investisseurs à continuer d'en acheter depuis 15 jours. Et c'est également une position que nous avons rentrée dans le portefeuille Zone Bourse le jeudi 24 février, sur laquelle nous gagnons 35% et sur laquelle nous ne bougeons pas pour le moment. Donc voilà, ces valeurs que je vous ai montrées, Albioma, Carrefour, Eramet, GTT, Ipsen, Thales, ce sont des valeurs qui, si on prend le début du conflit et la date d'aujourd'hui, sont montées. N'ont pas baissé, voire sont montés. Certaines ont profité de la crise, certains de l'armement, mais il y a aussi des tendances de fond qui peuvent être assez fortes. Je pense à Carrefour où il y a des rumeurs de rachat depuis longtemps. Je pense à GTT qui était déjà en train de sortir du bois et de reprendre des couleurs avant même cette crise. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est des valeurs haussières, des valeurs en trend following, des valeurs qui profitent d'éventuelles news et qui surperforment le marché. Si en tous les cas, depuis 3 semaines, un mois que les marchés sont tendus, vous avez privilégié ce type de valeur qui monte, eh bien vous avez fait des gains alors que le marché était plutôt complexe. Ensuite, on va voir quelques cas particuliers, puis quelques valeurs étrangères et une GLB. Alors, Ipsos pour commencer, donc là on est sur une valeur haussière qui surperforme et qui atteint encore ici un nouveau plus haut annuel. Alors il y a juste un détail que j'aime pas, c'est quand on trace une oblique ici avec tous les tops, on voit qu'on est dans une sorte de figure d'élargissement. Du coup, elle surperforme, mais attention, on est sous oblique, on a un gap sous les pieds. Acheter du Ipsos en cas de retour sur 42 € sur un support en cas de repli, why not? Acheter maintenant, là, tout de suite, sans moi. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'en fait, la plupart des valeurs que je vous montre, au cours actuel, j'en achète pratiquement aucune. Ensuite, Pharmagest. Alors, ici, on est dans un rebond technique. On est dans une dynamique baissière depuis 6 mois, sous MM200. Et on est typiquement dans un rebond technique avec une valeur qui revient pile poil sous résistance. Donc ici aussi, je ne suis pas acheteur, mais ce qui me plaît, c'est de prendre un peu de recul sur la situation et de voir ce que ça donne en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, en fait, on voit bien que Pharmagest était allé un peu trop vite post-Covid, qu'elle était sortie de son canal d'appréciation long terme, et puis qu'elle l'a réintégré par la suite. En revenant à 67 €, on a pratiquement testé les plus hauts d'avant Covid et d'août 2018, et donc un support majeur. C'est donc une bonne information que nous a donné le marché ici, en nous montrant bien que les acheteurs étaient ici. Donc,
si on pense que le marché peut consolider, si on pense que Pharmagest est sous résistance, eh bien on patiente gentiment, on se met des alertes et on espère qu'elle va revenir vers cette belle zone de moyen terme où s'étaient montrés les acheteurs la première fois pour pouvoir en acheter également. Mais on ne va pas FOMO, c'est-à-dire courir après le papier pour acheter alors que la valeur a déjà repris 25% depuis ses plus bas. Autre valeur absolument magnifique, Recticel. Et même si elle est magnifique, bah, elle est sur son haut de canal et elle est sur l'objectif que je m'étais fixé. Recticel est dans un canal haussier depuis 2 ans. Elle vient de passer de la borne basse à la borne haute. Donc en théorie, on prend des bénéfices. Et si on veut garder un solde, on remonte le solde sous les 20 euros. Si la valeur accélère, c'est génial. Si ça retombe, on aura coupé une bonne partie. On coupera le solde sous les 20 euros et on sera quand même très content. Vous voyez qu'en sortant des sentiers battus, un petit peu, ici on est à Bruxelles, il y a moyen de trouver des valeurs qui sont encore haussières, encore en trend following et qui se fichent un petit peu de la guerre, si je puis dire. Et c'est ça qu'on recherche. Ensuite, Technicolor. Elle était enfermée dans un range, c'est une valeur spéculative. Constatant qu'elle tenait bien, j'ai fait une stratégie acheteuse la semaine dernière sur Zone Bourse avec un objectif à 11 ou 12%. Il a été atteint hier à la clôture, on l'a dépassé ce matin. On vient d'atteindre en fait le report du range à la hausse et donc on a atteint pour moi un objectif de court terme. Ne pas oublier de prendre des gains. Quand on a payé du Technicolor la semaine dernière, qu'on prend 10% alors que le CAC n'a pas bougé d'un iota, on s'estime heureux, on prend des gains et on sourit. Technip Energy. Technip Energy, bah, elle a en quelque sorte digéré son exposition à la Russie. Le 24 février dernier, les opérateurs l'ont vendu, l'ont vraiment délaissé à cause de son exposition à la Russie. On peut noter qu'elle s'est fait une frayeur sous son range. Elle est dans un range géant entre 10 et 15 euros depuis presque un an, plus d'un an maintenant. Et ce qu'on peut constater, c'est que les 10 euros voilà, sont défendus. Donc il faut espérer pour ceux qui en ont repris en bas ou qui étaient bloqués, qu'on ne retourne pas sous les 9,90 €, 10 euros, et puis qu'on arrive à reprendre un petit peu de hauteur. Même si le marché tangue un peu, il y a de grandes chances qu'on aille y faire un tour. Et puis Total Energy, alors carton rouge pour Total Energy ce matin qui communique sur on sort de la Russie, on arrête nos activités, on arrête d'acheter du gaz, du pétrole russe parce que on veut faire comme tout le monde et on veut montrer qu'on sort de Russie. Et au final, en lisant quelques articles tout à l'heure, je me rends compte que, bon, certes, à court terme, ils vont pas acheter de pétrole russe, mais à moyen long terme, ils continuent de travailler sur des gros plans de développement avec la Russie, puisque la Russie faisait partie intégrante de leur plan de développement pour les années à venir. Donc, petit carton rouge pour Total ici. Vous aurez pu remarquer que depuis un mois, le pétrole explose et que Total n'en profite pas. On est dans une tendance baissière de court terme et on essaye de s'en extraire actuellement. On est dans un petit triangle ici. C'est pas particulièrement sexy. C'est toujours aussi à moyen long terme au-dessus des mêmes 200 et au-dessus des 42,20. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et les acheteurs espèrent tout simplement qu'on reste au-dessus des 44 et puis que ça reparte. Puisqu'on a quand même un marché de l'énergie qui est porteur avec des prix qui restent élevés assez longtemps. On passe maintenant aux dernières actions, les actions étrangères. Et là, je vous montre Darling Ingredients. Là aussi, sortir des sentiers battus, trouver une valeur qui est haussière à long terme, à moyen terme, qui est au-dessus des mêmes 20. J'en ai parlé la semaine dernière, je vous ai donné des zones à casser, les 80 $, puis les 86 $. On a cassé la première. Et maintenant, il n'y a plus qu'à casser les plus hauts historiques pour sortir du range dans lequel on est depuis un an aussi ici. Galp Energia, là on va à Lisbonne et voilà, on est sur une sorte de belle configuration de rounding bottom.
On est au-dessus des mêmes 200, on a des cours qui sont recherchés. On fait face ici à une zone clé à 12 euros, on va dire. Les acheteurs ont la main, on reste au-dessus des mêmes 50, on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, et si on casse les 12 euros, ça peut faire un bouchon de champagne. Acheter maintenant, là, à quelques encablures de la résistance, non. Ici, le concept est le même. Espérer, en fait, que ce type de dossier revienne vers les supports et qu'on puisse en acheter moins cher pour profiter de dossiers recherchés, haussiers, mais à meilleur prix. Ensuite, j'ai une GLB, Hafner Energy. On est en France, ça cote depuis 2 mois. Et là, on voit une zone de résistance très intéressante avec un plus haut historique à 8,03. Donc voilà, ça se surveille, c'est très très peu liquide, hein. C'est juste pour l'exemple théorique. Une GLB, en fait, c'est une action qui est coincée sous son cours d'introduction, du moins les cours touchés par l'action dans les premiers jours, les premières semaines de son intro. Et on appelle une GLB lorsque ces cours d'intro correspondent au plus haut historique. Donc là, on a une valeur qui a introduite, qui baisse, qui remonte tester son plus haut historique, son cours d'intro, et si à un moment donné ça passe, ça peut faire bouchon de champagne. Ensuite, Meta, donc Facebook, mais de son nouveau nom, Meta Platform. Je vous l'ai montré la semaine dernière, je vous ai montré elle plus Netflix plus PayPal. L'objectif c'était de dire c'est moche à long terme, mais à court terme peut y avoir un rebond technique. On trace des obliques qui passent par les plus hauts et on attend la cassure. Elle a cassé à 195, elle est allée à 220. Donc ici 15% de hausse à peu près après le signal, un peu moins, 12-13. Et là, je nous invite à un peu d'objectivité, de prudence, parce que ces rebonds que l'on voit ici restent des rebonds de court terme, restent des rebonds techniques puissants de court terme, mais ça ne veut pas dire que la baisse est finie. Donc si vous avez à court terme pris 10, 12, 15% sur Meta ou sur PayPal, faut peut-être penser à en prendre une partie, à remonter les stocks de protection ou autre. Vous voyez, PayPal, elle était ultra baissière. On avait vu la semaine dernière qu'elle était coincée dans un range, qu'il fallait casser les 100 pour passer. Elle a cassé les 100, elle est montée à 120. Voilà. Rebond technique de court terme, 20% rapide. Maintenant, est-ce que derrière ça va dérouler? J'ai des doutes. Donc voilà, prudence sur ces positions spéculatives de court terme dans des tendances qui restent baissières. Même chose sur l'ETF cannabis. Je vous avais montré cet ETF à la demande d'un lecteur. Et on peut voir effectivement que la zone a été touchée à 16,7, 16,8, qui correspond à des niveaux de prix très travaillés en 2019-2020. Donc il y a eu réaction sur support. Il y a eu réaction en fait de toutes les valeurs la semaine dernière sur le Nasdaq. Et ça a gagné 10%, mais est-ce que ça va aller plus haut? Je reste très prudent ici aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, il y a des secteurs qui sont recherchés, il faut peut-être aller sur des dossiers solides ou recherchés plutôt que d'aller sur des couteaux qui tombent. Quand vous jouez des rebonds techniques de court terme sur des couteaux qui tombent, eh bien, sachez prendre des gains rapidement et remonter vos stocks de protection pour vous prémunir de rechutes. Concernant de beaux dossiers que vous n'avez pas achetés dans la baisse, imaginons Pharmagest, eh bien ça vous donne au moins des informations sur la zone de prix dans laquelle se trouvent les acheteurs. Et si les indices retombent, corrigent de quelques pourcents, peut-être que certains de ces titres que vous aimez bien, qui ont montré des signes tangibles de force dans des zones de prix particulières, eh bien si on revient, sait-on jamais, dans ces zones de prix, alors vous pourrez les acheter à bon prix, plutôt que de les acheter maintenant après 25% de hausse, en espérant que les indices repartent de plus belle sans faire une pause. Voilà, j'espère que j'ai été assez, je dirais, neutre, objectif. Je vous ai répété 3 fois que s'il y avait cessé le feu, on gagnait 3%, qu'on allait à 6008. Je vous ai dit et répété ces dernières semaines, ces derniers mois, que je m'attendais de toute façon à un range cette année. Alors est-ce que ce sera 6000, 7000 ou
6200, 7200, je suis pas devin. Mais voilà, on a fait un beau rebond, on est en train de se chercher. Il y aura des sanctions qui seront données à la Russie demain. On marche sur des œufs, on reste prudent, on garde une poche de cash et on n'oublie pas, si on fait des small caps, des petites valeurs, des scénarios spéculatifs, d'utiliser des stops de protection pour pas se faire coincer. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de votre fuseau horaire, une bonne semaine. Vous pouvez me retrouver sur les télés, BFM demain matin, jeudi à 11h10. Et puis la semaine prochaine pour les marchés en action sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Et je vous le redis, je ne ferai pas d'émission début du mois d'avril puisque je pars 15 jours en vacances. Au revoir à tous.